et avec la Chambre du commerce et de l'industrie du Hainaut qui animera donc cette séance. Comme je viens de le dire, petit rappel sur les règles pour un bon déroulement de ce webinaire. Donc, les micros sont coupés et on vous invite alors à poser vos questions via la conversation. On essaiera vraiment d'y répondre en fin de séance. Et si jamais on n'a pas le temps de toutes les parcourir, n'hésitez pas à revenir vers nous par la suite. Nous répondrons avec plaisir à toutes vos questions. Pour votre information également, ce webinaire est enregistré et le lien sera disponible sur la page YouTube de Charleroi Entreprendre normalement. Et nous vous enverrons alors un mail avec la présentation par la suite. Dernier rappel de notre prochain événement, Charleroi Entreprendre, qui aura lieu ce jeudi à midi ou matin, pardon, sur la raison d'être de votre entreprise et également le 2 juillet. Alors, pour ceux qui sont intéressés pour celui de jeudi, je vous invite vraiment à vous inscrire d'ici quelques heures parce que les inscriptions sont clôturées fin de journée. Voilà, alors un petit mot sur Charleroi Entreprendre, alors le partenaire des entrepreneurs sur Charleroi Métropole, dont voilà. Dont le cœur de métier, je disais, est bien l'accompagnement des entrepreneurs, étudiants entrepreneurs, porteurs de projets et entreprises existantes, et également l'orientation vers les autres partenaires adéquats pour le bon déroulement du projet. C'est un outil bien sûr complémentaire aux 18 tenants de la région wallonne. Notre offre de services et structures donc, est articulée autour des phases de vie de l'entreprise. Dans le lancement de ceci via notre dispositif étudiant entrepreneur Carolo, programme également START qui accompagne à la création d'entreprises. Et nous avons notre pôle expert aussi qui accompagne les entreprises dans l'identification et l'introduction des dossiers d'aide publique. Ce service est également là, bien sûr, pour les entreprises en développement. Dans cette deuxième phase de vie, nous avons le programme GROW pour l'accompagnement au développement d'entreprises innovantes et également un outil des diagnostics pour le concept de l'économie circulaire. Au niveau de l'implantation, grâce à notre coworking Charleroi Entreprendre aussi, nous pouvons bien sûr aider les entreprises et YTech, notre partenaire pour tout ce qui est recherche d'infrastructures d'accueil et de sites d'implantation. Et pour la partie financement des entreprises, nous pouvons également accompagner pour les premières identifications des besoins de financement, mais également aider à la recherche et à l'orientation vers d'autres partenaires tels que Sambre Invest. Et un dernier point sur le coaching en crowdfunding, qui est également un service qui est offert par notre animateur du coworking. Voilà, comme ça vous avez une petite synthèse de nos différents services. Les coordonnées, si vous avez des questions, surtout ne pas hésiter. Et je cède maintenant la parole à Baudouin Dewey. Merci Aurélie. Voilà, donc mon nom est Baudouin Dewey, coordinateur du GECO. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Alors, une brève présentation du GECO pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, le GECO est le groupement des entrepreneurs du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Donc, nous sommes un groupement de près de 300 PME, tous secteurs d'activité confondus. Et notre core business, c'est d'organiser tout au long de l'année, donc sur le territoire du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Donc, voilà l'émission, en effet, des événements networking de mise en réseau. Donc, c'est vraiment le maître mot, c'est permettre aux entreprises, aux PME de la région de se rencontrer un maximum à travers des événements originaux et conviviaux. Et bien sûr, à partir de là, grâce à ces événements, de développer des partenariats, de communiquer, d'échanger sur leurs activités. Alors, nous avons une deuxième mission qui rejoint la mise en réseau, c'est l'information et la représentation. La collaboration, d'ailleurs, pour laquelle je me réjouis aujourd'hui avec Charleroi Entreprendre, YTech et la Chambre de commerce, ça inscrit dans notre programme puisque notre core business, c'est d'organiser donc ces événements, mais bien évidemment, comme tout le monde, nous essayons
de maintenir des rendez-vous, mais sous forme donc de webinaires. Et le partenariat fait partie aussi de notre façon de fonctionner. D'ailleurs, chaque année, avec YTech et d'autres partenaires, nous essayons d'organiser un événement. Donc, mise en réseau, information sur des thématiques qui touchent les PME et les entreprises en général de façon transversale. Voilà, alors quelques chiffres. Le slide suivant peut-être, Aurélie, je te remercie. Quelques chiffres pour le GECO. Je ne sais pas si tu peux faire défiler. Oui. Non. Oui, j'y arrive. Voilà, on y arrive, c'est parfait. Donc, vous voyez sur la carte le territoire d'action du GECO. Donc, nous sommes actifs sur 13 communes, donc du sud de l'Entre-Sambre et Meuse. Près de 300 membres, donc PME et indépendants de la région. Nous sommes en augmentation constante depuis maintenant plus de 10 ans. L'ensemble des membres du GECO cumulés dépasse les 4000 emplois dans la région. Nous organisons donc, comme je l'ai dit, des événements sur une fréquence d'un événement par mois minimum. Et chaque année, nous oscillons entre 900 et plus de 1000 participants cumulés sur l'ensemble de nos activités. Donc, nous sommes devenus, je pense, objectivement un acteur économique incontournable dans la région, puisque une des volontés au final, finalement, je pense, c'est aussi d'augmenter l'attractivité de la zone. Et je pense qu'en ces temps compliqués que nous traversons tous, c'est plus que jamais utile. Et je remercie encore nos deux partenaires du jour pour la collaboration. Voilà, le bureau, dernier slide, nos bureaux se trouvent physiques à Chimay. Et comme voilà, on vous rappelle ici les avantages à être membre du GECO, la mise en réseau, bien sûr, permet la multiplication des contacts et les possibilités de partenariat. Voilà, donc le bureau se trouve rue Roger à Chimay, donc où vous êtes les bienvenus. Vous pouvez prendre contact si vous le souhaitez. Voilà, merci. Merci Baudouin. Je passe la parole maintenant à Agnès, qui animera donc ce webinaire sur le sujet. J'arrête le mien et je te cède la main. Oui, merci. Alors, je ne sais pas si vous voyez. C'est pas bon. Donc, bonjour à tous et à toutes. Normalement, nous étions deux à présenter. On ne voit pas ton écran. Hein. Excuse-moi? On ne voit pas ton écran. On ne voit pas mon écran? Voilà. Vous ne me voyez pas? Si, moi je vous vois, moi. Ta présentation. Vous ne la voyez pas? Non. Les slides, non. Je repartage le mien si tu veux. Moi, je ne vois plus. Je vais repartager mon écran si tu veux. Je passerai. Attends, si tu permets, je vais réessayer. Et là? Voilà, parfait. C'est bon? Oui. Comme ça, c'est bon? C'est parfait. C'est bon. Excusez-moi. Donc, normalement, nous étions deux aujourd'hui à présenter cette veille. Malheureusement, mon collègue n'est pas là. Donc, je vais prendre sa place au niveau de présentation de nos services. Donc, l'intelligence stratégique est un service que nous proposons depuis une quinzaine d'années au sein de la Chambre de commerce pour aider les entreprises pour accroître leurs compétences, pour accroître la compétitivité de votre entreprise. Nous conseillons et accompagnons les entrepreneurs dans leur démarche IS. En fait, la démarche IS se divise en trois parties: la veille, l'influence et la protection de l'information. Ces trois piliers peuvent se décliner de différentes façons pour aider les entrepreneurs à savoir comment ils se situent sur le web. Donc aujourd'hui, on va faire cette présentation sur un des trois piliers de la veille de l'image que chaque entreprise et chaque personne peut avoir sur Internet.
la réputation peut se déterminer de la façon suivante. C'est l'image qui est véhiculée ou la perception sur Internet et les réseaux sociaux d'une personne, d'une marque, d'un produit ou d'un service. Elle dépend de deux facteurs. Le premier facteur est votre activité sur le web, donc le contenu que vous avez publié depuis des années, mais aussi de l'opinion que les internautes ont de vous, que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas. Il y a trois vecteurs qui peuvent déterminer la réputation en ligne. Donc, il peut y avoir une mauvaise image sans visibilité. C'est une réputation qui est inutile et qu'il faudra travailler de façon assez active. On peut avoir aussi une bonne image, mais sans visibilité. Ce qui est le cas souvent des très vieux sites qui n'ont pas été remis au goût du jour. Il peut y avoir aussi une bonne image soutenue par une visibilité importante. Et donc, ça, c'est une chose qu'on peut entretenir. Ce sont des sites qui sont nouveaux, des réseaux sociaux qui sont connectés avec le blog et avec le site web de l'entreprise, mais aussi une mauvaise image soutenue par une visibilité importante. C'est le cas de certaines entreprises qui ont fait le bad buzz sur Internet, mais il faut savoir que celui-ci peut être subi, mais aussi orchestré par l'entreprise pour accroître leur visibilité. Alors, comme vous le savez, nous vivons dans l'ère de l'Internet depuis plus ou moins 30 ans. C'est devenu actif il y a plus ou moins une vingtaine d'années, et donc c'est en fait un paysage qui change très très vite. Donc en fait, notre identité n'est plus du tout la même, elle n'est plus délivrée seulement par les instances gouvernementales. Tout commence à être géré de plus en plus en ligne. Chaque personne crée sa propre identité numérique et peut interagir avec d'autres personnes. Chacun de nous a maintenant une dizaine d'identités que nous avons créées tout le long de ces 20 ans. Et cette identité est parfois difficilement identifiable. Est-ce que vous savez combien d'identités numériques vous avez? Est-ce que vous avez déjà fait le compte? Alors, qu'est-ce qu'il en est de la réputation d'entreprise? Toute entreprise devrait accorder une certaine importance à la réputation en ligne. En fait, elle nous permet d'attirer de nouveaux clients, de les fidéliser et de continuer de croître. Le monde digital évolue très très vite par les différentes plateformes qu'il propose, et ces plateformes évoluent avec les différents tranches d'âge des internautes qui les utilisent. Il faut savoir que Google domine le marché, mais il n'est pas le seul. C'est-à-dire que certaines informations seront intéressantes à prendre sur Google, mais d'autres, il faudra les chercher dans d'autres moteurs de recherche, que ce soit francophone ou que ce soit anglophone. L'espace géographique s'est élargi, ce qui demande en fait d'affiner notre veille par rapport à notre image personnelle ou celle de l'entreprise. Il est important d'anticiper et de pouvoir agir pour l'image de votre entreprise ou votre image personnelle. De quoi se compose notre identité numérique? En fait, elle se compose de notre trace personnelle. Donc, comme toutes les messageries que nous avons depuis des années, nos téléphones, nos adresses IP, nos mots de passe, mais aussi les traces liées aux réseaux sociaux. Nous en avons quelques-uns que nous utilisons depuis des années et ces traces peuvent être collectées. Les traces liées au contenu public, les sites web, les podcasts, les vidéos, tout ce qu'en fait nous avons diffusé pour partager des informations sur lesquelles nous sommes devenus professionnels en fait. Et les traces commerciales. Alors, il faut savoir que tout ce qui est lié au système de paiement, il y a des protections à avoir par rapport à ces traces commerciales et nous pouvons identifier si elles ont laissé des traces sur Internet ou pas. Alors ici, ça c'est un slide qui permet, je le passe en vitesse, il faut savoir que donc il y a les deux liens, lorsque vous cliquerez, vous verrez qu'il y a un nombre incalculable
de requêtes qui sont faites à la minute sur Google. Alors, pourquoi j'ai mis ce lien? Parce que, en fait, toute personne qui cherche une information sur Google sera par rapport à un besoin qui est spécifique à des services et à des produits. Donc, si votre site web n'est pas suffisamment bien référencé, la société, en tapant des mots-clés, par exemple peinture Charleroi, elle va trouver 10 peintres. Mais si ces informations ne sont pas suffisamment visibles, comment est-ce que vous allez vous différencier par rapport à eux? Là, il faudra mettre, en fait, faire un diagnostic par rapport à votre visibilité. Il faut savoir aussi que les comportements des internautes ont évolué depuis 30 ans. Et donc, en fait, ils varient en fonction des générations. Par exemple, la génération Y, qui est née entre 1997 et 1995, ne va pas avoir le même comportement que la génération Z. Il y a des contenus qui les intéressent beaucoup plus. Par exemple, ce ne sont pas des contenus écrits, mais des contenus vidéo, parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à assimiler. Donc, en créant votre identité de votre entreprise, il ne faudra pas oublier de créer des vidéos ou créer des podcasts pour aider les entreprises, ces jeunes générations, à savoir ce que votre entreprise peut leur apporter. Ici, il y a un résumé des principaux réseaux sociaux qui sont employés par les différentes générations. Et donc, savoir sur quel canal vous voulez diffuser votre information. Si c'est sur Instagram, si c'est sur Facebook, si c'est sur YouTube. Alors ici, en fait, il y a quelques pistes pour vous aider à vous retrouver dans la réputation. En fait, vous pouvez la faire par rapport à vous-même, mais aussi par rapport à ce que vous voulez surveiller, que ce soit au niveau de vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires potentiels ou les concurrents. Il faut savoir que Google est incontournablement le moteur le plus populaire, avec 90% des parts du marché en Belgique et en francophonie. Mais il n'a pas toute cette importance dans le monde. Donc, si vous avez des informations pertinentes à rechercher, il faut les rechercher ailleurs que sur Google. Nous allons vous proposer en fait deux outils qui sont faciles d'utilisation. Le premier, c'est Google Alert. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un système d'alerting de mots-clés que vous pouvez recevoir dans votre boîte mail à chaque nouvelle parution dans le moteur de recherche. Donc, si vous tapez votre nom dans Google, si vous configurez Google Alert avec votre nom propre, si quelqu'un vous mentionne sur un réseau social ou quelque part, cette information va remonter et vous sera renvoyée par Google Alert dans votre boîte mail. Donc, c'est un système assez rapide pour avoir des informations. Mais il existe des systèmes beaucoup plus compétents lorsque vous voulez avoir des informations qui sont beaucoup plus pointues. Donc, ce sont des tableaux de veille. Il y en a 3 avec lesquels on travaille, InnoReader, Feedly et NetVibes. Ces tableaux de veille sont automatisés et peuvent optimiser votre veille. Leur avantage, c'est que vous pouvez centraliser les sources que vous surveillez d'habitude en allant chercher l'information sur les moteurs de recherche. Vous avez une vue rapide et globale des nouvelles publications, des blogs qui vous intéressent et un gain de temps considérable puisque en fait, ça vous prend le temps de 2 heures au début de configurer toutes les sources qui vous intéressent et puis vous n'avez qu'à ouvrir votre tableau NetVibes et toutes ces sources sont déjà dedans. Un autre outil qui est très intéressant par rapport à la réputation, c'est Brand Yourself. Donc, en fait, il est gratuit pour une seule source et payant si vous voulez surveiller d'autres choses. Mais il est intéressant dans le sens que lorsque vous avez des avis négatifs sur Internet, il permet de les corriger et de savoir ce qui se dit sur vous et sur votre entreprise. Namechecker est un autre outil intéressant qui permet de voir quels sont les domaines qui sont libres sur l'ensemble des réseaux sociaux sur Internet. Donc là, vous pouvez voir si votre nom personnel ou le nom de votre entreprise, quels sont les noms de domaines qui sont libres.
Ça vous permet de voir s'il y a des doublons ou s'il y a des homonymes qui pourraient faire de l'ombre à votre nom ou à votre entreprise. Encore un autre outil qui est Glassdoor, qui permet en fait de lire les avis sur les entreprises. Il ne reprend pas bien sûr toutes les entreprises, mais les grosses entreprises existent et il est intéressant de voir quels sont les avis que les internautes ont donnés aux entreprises qui sont référencées dans Glassdoor. Et donc voilà, ici j'ai mis les liens par rapport à certains sites. Donc maintenant, si vous avez des questions. Alors, il y avait une question dans la conversation de Noël. Demander comment la comptabiliser. Tu peux peut-être préciser ta question. Comptabiliser. Par contre, ouais, si tu peux le repréciser par écrit. Et s'il y a d'autres questions, ben, n'hésitez pas. Bon, je sais que j'ai été un peu vite, mais c'était un peu le but pour vous laisser le temps de poser des questions. Moi, j'ai peut-être une petite question pour ouvrir le feu en attendant que certaines questions écrites se peaufinent. Voilà, un exemple très simple. Dans le GECO, nous avons certains membres qui travaillent dans le domaine du tourisme, ou Oui. d'Orica, et qui ont une visibilité numérique. Oui. Avec bien évidemment, comme c'est le cas maintenant sur beaucoup de sites en ligne, de réservation ou autres, il y a des commentaires de particuliers, négatifs ou positifs, qui peuvent être ajoutés. Donc, clairement, pour quelqu'un qui a une activité, quel serait le premier conseil à lui donner pour gérer au mieux ces commentaires-là et quelles sont les limites d'action sur ces commentaires? Je ne sais pas, je suppose qu'on ne peut pas les supprimer comme ça ou bien on peut le faire si c'est notre activité. Qu'en est-il? Parce qu'il y a plusieurs études que j'ai notamment lues qui disent qu'à partir de 3 ou 4 commentaires négatifs, un client potentiel ne va pas commander à une entreprise qui aurait cette situation. Donc, quel serait le premier conseil à donner pour ne pas être parasité par des commentaires négatifs intempestifs, par exemple? Voilà. Alors, souvent, ce qui arrive quand c'est intempestif, ça veut dire que c'est quelque chose de personnel. Oui. Donc, déjà, essayer de rentrer en contact avec la personne et savoir pourquoi elle a mis ses commentaires. Mais tout dépendra en fait de la plateforme sur laquelle sont postés les commentaires. Donc, si c'est sur Google My Business, on peut avoir on peut les supprimer d'une certaine façon. Si c'est sur un autre site, donc il faut vraiment, c'est cas par cas, Oui. de voir quelle est la partie arrière qui nous permet de le faire. Et si c'est pas possible, c'est rentrer en contact avec la personne et savoir pourquoi elle n'a pas été contente et qu'est-ce qu'on peut mettre en route pour aider à contrer ce qui s'est passé. Ok, merci. Donc la question était, mais finalement, comment comptabiliser le nombre d'identités numériques, mais que la réponse a été donnée, oui, par la suite. Oui, donc en fait, nous avons plusieurs outils qui nous permettent en fait de compter ces identités numériques et toute une méthodologie qui nous permet en fait de le faire aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a eu la question si la présentation sera partagée. Oui, elle sera partagée. Alors, une autre question, quelle est l'importance que l'on doit accorder aux avis donnés sur la plateforme Google? Et alors, dernière information avant que tu répondes, c'est que on vient de vous donner la possibilité de réactiver votre micro, voilà, pour qu'on puisse échanger oralement. Donc, si vous avez des questions, utilisez l'outil de la petite main levée, comme ça, je vous donne la parole et vous pourrez poser vos questions oralement. Et donc, tu peux répondre déjà à cette question. En fait, sur Google, donc tout dépend quel est l'avis qui a été posté et de nouveau sur quel média. Si c'est un blog, un site, en tout cas, si le commentaire est repris dans Google, Google donne la possibilité de le supprimer. Il y a tout un questionnaire à remplir. Il faut aller un peu dans les tréfonds de Google. Et ils vont prendre en compte cette demande de suppression qui va être acceptée ou pas acceptée. Mais c'est au bon vouloir de Google.
Et alors, effectivement, ici, on a une information qui dit que toujours répondre à un avis négatif pour construire une e-réputation honnête. C'est vrai, il faut essayer de répondre le plus possible. Oui, bonjour. Le problème aussi qu'on rencontre, c'est des gens qui n'ont même pas été en rapport avec votre entreprise et qui mettent des avis négatifs parce que on ne sait pas toujours pourquoi. Moi, j'ai eu le cas et ça, c'est très difficile de se défendre comme ça, contre ça parce que la personne n'a même pas été cliente chez vous, quoi. Ça, c'est curieux. Est-ce que c'est suite par peut-être votre société dans quel domaine? L'immobilier, Est-ce que c'est pas un parent ou quelqu'un de la famille qui a réagi de cette façon-là? non, absolument pas. Enfin, il y a un nom, mais ça ne, ce n'était pas quelqu'un qui avait été client de l'entreprise, quoi. Voilà. Alors, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est on fait une recherche de nom de personne et on essaye de rassembler des informations et de rentrer en contact avec la personne pour lui demander pourquoi elle a porté cet avis. D'accord, merci. Et donc, par après, en fait, si la personne répond, souvent quand on rentre en contact avec elle, elle se sent entendue et elle réagit beaucoup mieux. Mais si c'est quelqu'un qui n'a eu aucun contact commercial avec votre entreprise, donc c'est quelqu'un qui émet un avis comme ça, sous prétexte, je ne sais pas quoi. Ça Mais peut être justement, très il doit y bien, avoir un prétexte quelque part. Et donc, ça peut être même un concurrent malveillant, hein, ça peut être concurrent, effectivement. Et vous Mais là, avez il faut essayer de chercher. Vous avez réagi comment à cette situation? Ça peut être un exemple pour d'autres qui vivent apparemment la même chose. Ben, c'est essayer de contacter, mais c'est quelqu'un qui ne donne suite à rien, qui ne répond à rien. Donc, c'est de la malveillance pure. Pourquoi? Bon, après, par la force des choses, ça s'éteint. Mais enfin, pendant un temps, je veux dire, ça reste imprimé quand même sur les sites en question, sur les moteurs de recherche. Hein. C'est toujours désagréable. Oui, donc là, il faut essayer de rentrer en contact avec Google et voir quoi est-ce qu'on peut faire pour effacer cet avis. Merci. Je vous en prie. Oui, on a ici une personne qui indique effectivement qu'elle a eu le même problème que vous, mais que l'avis n'a pas pu être supprimé. Peut-être Aurélie, oui. si je peux encore prendre la parole, Aurélie. Donc, dans le prolongement de la question de monsieur, j'avais vu il y a quelques jours voilà, des entreprises privées, je ne sais plus quel nom, qui proposaient apparemment leur service et la possibilité de faire une veille, mais très, très agressive en amont et de pouvoir détecter voilà, tout élément négatif dans des messages et de pouvoir les supprimer. Donc, je ne sais pas, je pose la question à Agnès, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est légal? Est-ce que, voilà, parce que la question de monsieur est tout à fait pertinente. Si on ne sait pas contrôler un message malveillant de n'importe qui, comment peut-on gérer ça? Disons, il y a plusieurs méthodes qu'on va essayer dans ce cas-là. Donc, je répète de nouveau, on va contacter Google si c'est sur Google que ça a été enregistré. On va voir ce que Google nous répond, essayer de rechercher des informations par rapport à ce mail, à la personne si elle existe. Et donc, oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont malveillantes, qui ne veulent absolument pas répondre. En général, dans les grandes entreprises, lorsqu'il y a ce type de situation, elles arrivent, même avec des personnes malveillantes, à trouver un compromis. Dans les plus petites entreprises, je sais que parfois c'est un peu plus difficile, mais je pense qu'en faisant quelques recherches, il y a moyen de trouver une solution. Alors, il y a une autre question aussi dans la conversation qui est liée. Hein. Si une personne incite ses contacts à laisser de mauvais commentaires sur une publication, que pouvons-nous faire face à cette attaque? C'est un peu lié avec ça. De nouveau, la question, c'est quel type de plateforme? Ah oui, ça, c'est pas indiqué. Je ne sais pas. Ça dépend de la plateforme alors. Alors, sur Facebook, vous n'avez pas su le faire par la gestion des outils internes de la page Facebook? Parce que de nouveau, en fait, Facebook, quand on a une page vitrine,
Il y a toute une partie technique qu'on explore parfois très très peu. Mais souvent, quand on cherche vraiment, il y a des possibilités de l'effacer, en tout cas de réagir. S'il n'y a pas moyen d'effacer et de réagir, il faut demander à la personne de recontacter l'entreprise et de savoir ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Alors, le temps moyen consacré à la réputation, tout dépend de ce que déjà vous avez mis en place. Quelles sont les plateformes sur lesquelles vous êtes visible et quel est le temps que vous voulez consacrer à ces différentes plateformes sur lesquelles vous êtes présent. Donc maintenant, supposons que vous avez un site internet et que vous aimez beaucoup Facebook et YouTube. Mais si sur YouTube, vous n'avez plus fait de vidéos depuis 2 ans, voilà, ça va poser un problème. Ça veut dire que vous avez privilégié Facebook. Mais il faudra garder les statistiques de Facebook et de YouTube et de voir quelle est la meilleure, quels sont le temps que les gens passent sur les vidéos et quels sont les mots-clés qu'ils utilisent pour vous atteindre. Donc, le temps, en fait, c'est ce que nous faisons. En fait, nous faisons un diagnostic avec l'entreprise qui nous permet de voir quelles sont les plateformes qui sont les plus utilisées par les internautes. Et en fonction de ça, on propose de les accompagner, de leur montrer comment faire pour pouvoir mieux gérer cette visibilité sur la plateforme sur laquelle l'entreprise se sent le mieux, ou celle que peut-être elle se sent moins bien. Par exemple, elle a ouvert un compte Instagram, elle a mis quelques vidéos, elle a mis quelques posts et ça fonctionne du tonnerre, mais elle n'a plus regardé depuis quelques mois. Donc voilà, le temps consacré, tout dépendra des statistiques qui sont données par les outils que l'entreprise a mis en place. Des astuces, ben comme j'ai montré rapidement, en fait, le premier c'est Google Alert, qui permet déjà de faire remonter certaines informations par rapport à votre réputation. Déjà, si vous tapez votre nom, le nom de votre entreprise dans Google, vous avez un certain nombre de résultats. Ces nombres de résultats analysés peuvent donner des informations déjà très importantes de votre réputation en ligne. On peut les approfondir beaucoup plus fort, évidemment, mais en fait, des pistes, il y en a, des outils, il y en a énormément. De voir par rapport à ce qu'ils vendent, tu as demandé par combien ils vendaient. Est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort? Ok, ça va, d'accord. C'est un peu mieux. Non, à mon avis, il y a un problème de micro. Moi, par exemple, je viens d'essayer le Google Alert et je l'ai fait avec sur mon titre privé pour commencer. Et je remarque, par exemple, oui, il y a plein de bons référencements par mois, mais il y a une dame qui s'appelle tout à fait comme moi en France et qui est dans le bien-être aussi. Et donc, en fait, quand on tape mon nom et mon prénom, soit ça ressort les infos sur moi ou sur cette dame-là. Oui, ça c'est le problème des homonymes. Alors, il faut essayer de le repréciser, éventuellement rajouter votre région. D'accord, ok. Essayer avec cette recherche-là. Mais c'est vrai que comme c'est pas une recherche précise, Google Alert, il faut savoir le configurer. Donc, il faut faire plusieurs essais et pour voir quand il y a ce problème d'homonyme. D'accord, ok. C'est gentil, merci. Alors, une réputation positive, en fait, c'est vous qui la créez. Donc, je réponds ici à la question de Katia. C'est vraiment à vous de la créer au fur et à mesure du temps. Postez des choses qui sont positives et demandez aux gens qui ont été satisfaits de vos services ou de vos produits de poster des avis positifs. Donc, il y a de nouveau les deux cas, c'est ce que vous diffusez sur Internet et ce que les autres peuvent dire de vous. Le meilleur conseil pour démarrer, mais tout dépend en fait où vous en êtes. De nouveau, qu'est-ce que vous avez comme… est-ce que vous êtes sur Google My Business? Est-ce que vous avez un site? Est-ce que vous avez… sur quel réseau social vous êtes? Et savoir…
savoir ce que vous voulez privilégier au début. Donc, il faut commencer pas par pas. Savoir où vous avez plus facile à vous situer et partir de là et voir ce que ça donne. En fait, tout le travail sur le web se fait de façon très progressive, c'est des essais. Et on regarde dans le temps qu'est-ce que ça donne et quel est le retour au niveau des moteurs de recherche et au niveau des internautes. Il y avait la question ici qui demandait justement est-ce que l'investissement dans un site, est-ce qu'on considère que l'investissement dans un site web est toujours aussi important qu'avant ou est-ce qu'il vaut mieux investir dans les réseaux sociaux adaptés à la cible? Alors en fait, il faut savoir que oui, c'est toujours très important au niveau du référencement. C'est-à-dire que les robots de Google ou des autres moteurs de recherche sont très friands de toutes les pages des sites Internet. Si vous pouvez en fait créer un site qui sera un site que vous n'allez pas alimenter énormément, mais il faut savoir que vous existez, où vous êtes et quels sont les produits et les services que vous proposez. Et à côté de ça, si vous avez envie de plus vous développer au niveau des réseaux sociaux, alors faites-le, mais avec des liens entre le site et les réseaux sociaux. Ça, c'est très important parce que nous rencontrons souvent des entreprises qui ont un site depuis un certain temps, mais les liens entre le site et les réseaux sociaux ont été rompus. Et donc, ça crée un problème au niveau de l'indexation. Comment savoir quels réseaux sociaux privilégier par rapport à notre profession? Eh bien, il faut regarder un petit peu ce qui se fait au niveau dans votre secteur, premièrement. Savoir sur qu'est-ce qui est aussi facile pour vous, qu'est-ce que vous aimez. Et savoir en fait sur quelle plateforme votre métier est le plus recherché. Mais ça peut être, par exemple, un avocat peut être beaucoup plus présent sur YouTube que sur Facebook, ou inversement. Nos comportements en Belgique ne sont pas les mêmes comportements qu'en France. Donc, il faut regarder un petit peu ce qui se fait chez nous, voir ce que font les gens du secteur et essayer. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Vous êtes de quelle profession, Katia? Et si vous êtes sur que les réseaux sociaux pour l'instant? Vous pouvez couper enclencher votre micro hein, si vous préférez. Voilà. Moi, je débute, donc je commence juste avec Facebook pour l'instant. Je suis rentrée en couveuse entreprise ici fin février, donc c'est tout frais et je commence seulement. Alors, si vous commencez, d'abord, vous avez une page LinkedIn? Oui. Donc, il faudra travailler au début sur LinkedIn et sur Facebook LinkedIn est un réseau social professionnel, donc il faudra vraiment présenter vos produits et services de façon très professionnelle, ce qui vous permettra de rentrer en contact avec les gens qui sont dans le même secteur que vous. Parce que LinkedIn va vous le proposer. Oui. Par contre, Facebook est il est B2B, mais il est aussi B2C. Donc, à vous de voir. Je vois que, enfin, je travaille pour les petites boutiques et les commerces indépendants. Et eux sont beaucoup sur Facebook parce qu'ils promotionnent déjà beaucoup leurs produits. Ils parlent de leur boutique sur Facebook. Donc, je me disais que c'était certainement par là que je devais les atteindre. Par contre, sur LinkedIn, je ne les trouve absolument pas. C'est plus les grosses entreprises que les petits commerces de proximité. Ça, c'est vrai. Alors, mais ça ne vous empêche pas en fait de dire qu'ils peuvent avoir une visibilité sur LinkedIn ou de faire des liens entre leur page Facebook et LinkedIn juste pour avoir leur nom parce qu'il faut qu'ils soient… C'est-à-dire que LinkedIn est très, très bien référencé au niveau des moteurs de recherche. D'accord. Donc, s'il veut être visible, il faut avoir un minimum de visibilité sur LinkedIn, Facebook et encore éventuellement d'autres réseaux sociaux.
Ok, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois plus rien sur la conversation. Pas de petites mains levées. Avec mon petit cousin qui apprend son job de community manager ou une agence qui a un coût et une connaissance lointaine de notre activité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, nous avons la tête dans le guidon. Comment gérer notre réputation? Mais c'est justement pour ça que nous avons créé ce service de veille parce que nous avons un regard complètement extérieur. Et donc, un avis extérieur peut être apporté par quelqu'un de la famille, mais aussi par quelqu'un qui travaille dans le secteur. Donc, ça permet de se confronter à quelque chose que nous, on ne voit pas quand on a la tête complètement dedans. Et si vous ne voulez pas vous faire aider par quelqu'un d'extérieur, c'est de vous dire, j'essaye, je prends des outils et j'essaye et je vois comment ça marche. Mais souvent, les personnes sont assez vite débordées parce qu'il y a le boulot et parce que c'est parfois très spécifique. Passer des nuits, non, on ne passe pas des nuits. En fait, il faut se donner un planning comme pour tout. Il faut se dire, voilà, je vais travailler mon réputation 2 heures par semaine ou 4 heures par semaine, un horaire bien défini. Et puis, elle se constitue au fur et à mesure du temps. Et comme ça, on sait voir en fait que ce n'est pas si compliqué que ça et que les sources qu'on veut surveiller, en fait, ça se fait assez facilement, mais il faut une certaine pratique pendant un certain temps. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions. De toute façon, on reste tous disponibles. Vous avez les coordonnées et vous les aurez dans le mail qu'on va vous envoyer avec les informations d'ici quelques jours, à mon avis. Instagram est très utilisé, c'est tout à fait vrai, mais ça va beaucoup énormément sur le bien-être, sur tout ce qui est mode. Il y a énormément d'influenceurs qui travaillent. Donc, tout dépend de votre secteur d'activité. Est-ce que vous avez déjà investi sur Instagram et voir les statistiques de ce que ça donne jusqu'à maintenant? Alors, on fait le travail de la réputation avec prestataire. Tout dépend des prestataires. Tout dépend de ce que vous avez envie de développer. Parce que si vous voulez développer votre visibilité sur Google, simplement sur Google, évidemment, ce sera moins que si vous voulez développer sur Google et plusieurs réseaux sociaux. La régularité des publications, disons que vous devez être visible sur Internet et donner du contenu aux personnes qui sont à la recherche d'un service que vous proposez. Donc, si maintenant vous avez un site en menuiserie et que vous n'avez pas actualisé depuis des années et que vous ne montrez pas les nouveaux services que vous proposez, ben, les gens ne voyant pas qu'il y a des nouveautés qui sont là, ils ne vont pas cliquer. Par contre, s'ils voient que vous avez mis des nouveaux posts au mois de janvier, au mois d'avril et au mois de juin, et que vous proposez des promotions, que vous proposez des solutions par rapport à un problème, en fait, les gens, ils cherchent des solutions. Et donc, pour que votre visibilité soit accrue, il faut que vous proposiez des choses qu'eux, ils ne connaissent pas. Donc, ce sera au niveau de votre contenu de votre site web. Et donc, ce sont des choses que les gens recherchent régulièrement. Et au plus les gens vont cliquer sur votre site, sur votre blog, au plus votre page va remonter au niveau des résultats des recherches. Je pense qu'une ou deux questions évoquaient l'investissement donc financier, comme je le comprends, que peut impliquer l'appel à un prestataire. Quel est l'investissement moyen financier qu'un indépendant doit budgétiser s'il veut un service correct?
voilà. Maintenant, au niveau des services que vous proposez, est-ce qu'il y a de la gratuité? Est-ce qu'il y a un coût? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Eh bien, écoutez, je suis vraiment désolée, mais mon collègue qui s'occupe de ça aujourd'hui n'est pas là. Et moi, je Oui, ne connais pas du malheureusement, on a tout. pris, oui, oui. Donc, en fait, ça se fait à la carte en fonction de ce que la personne demande, puisqu'il y a plusieurs services qu'on D'accord, propose. d'accord. Mais si je me souviens bien, il y a une partie qui est remboursée par des chèques entreprises. Oui, Et il y a une partie qui peut être tout à fait gratuite. d'accord. Et ça, Ça, c'est mon collègue qui connaît le mieux. d'accord, oui, oui. Ça, Je au suis pire, on vraiment peut désolée. avoir la confirmation peut-être dans les prochaines heures, les prochains jours, des conditions, etc. Oui, tout à j'imagine. fait. Voilà, ok. Parfait. Il y a d'autres questions? J'en ai encore une peut-être, mais je regarde en même temps aussi le déroulé des questions écrites. C'est une question que j'avais déjà évoquée tout à l'heure. Quelles sont les limites légales que quelqu'un ne peut pas dépasser? Quelqu'un, comme l'a dit un participant, met un commentaire malveillant. Grosse difficulté, évidemment, de gérer ça. L'idéal, c'est de prendre contact pour essayer de ne pas laisser ça dans le vide. Mais est-ce qu'il y a des possibilités de recours contre des commentaires malveillants? Évidemment, ça peut peut-être prendre beaucoup d'énergie et c'est peut-être difficile. Mais est-ce qu'il y a une norme ou certaines règles légales à ce niveau-là Je sais qu'il y a des juristes qui sont spécialisés dans les problèmes justement de mauvaise réputation sur Internet. Donc, il y a des gens qui sont vraiment spécialisés depuis un certain nombre d'années dans ce domaine. Donc, c'est-à-dire que quand la société ne sait plus faire face à des attaques, on va d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, voir ce qu'on peut faire avec Google. Mais parfois, il faut aller à un prestataire extérieur par rapport à cette problématique qui peut nuire à la société à long terme. Ok. Est-ce qu'il existe une assurance? Eh bien, ça, c'est une excellente question. Je n'ai jamais eu ce problème-là. Mes collègues non plus, mais je vais me renseigner. Je suppose qu'une grande entreprise, c'est des choses qu'on leur propose. Voilà, merci de la réponse. Oui, nous avons la réponse, je pense. Pour avoir des avis cohérents sur les entreprises, en fait, oui, LinkedIn est quand même considéré comme un des meilleurs réseaux sociaux professionnels. Mais il peut y avoir aussi des avis positifs sur Google. Si vous tapez le nom de l'entreprise et vous mettez avis le nom de l'entreprise et avis internautes, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de résultats qui vont permettre de voir déjà ce que Google a pu extraire par rapport à ce qui a été dit par rapport à cette société. Donc, en fait, il y a plusieurs façons de rechercher les avis. Soit il y a des outils spécialisés, soit des syntaxes de recherche dans Google qui nous permettent d'extraire les informations, ou rester sur LinkedIn, qui est professionnel, oui, mais il n'y a pas que LinkedIn. Sur Facebook aussi, vous avez des avis qui sont tout à fait positifs. Alors, ça, c'est en fait une très, très bonne question, parce que comme je disais dans la présentation, les réseaux sociaux évoluent à une vitesse énorme. Donc, par exemple, YouTube a eu un énorme succès pendant des années, et puis le marché des YouTubeurs a été un peu saturé. Puis Instagram a commencé à avoir de l'ampleur, donc beaucoup de gens se sont mis sur Instagram. Et maintenant, le marché est saturé sur Instagram et les gens partent vers TikTok.
Alors TikTok, en fait, a un potentiel énorme. Tout dépend comment est-ce que vous voulez vous situer et qu'est-ce que vous avez envie de montrer devant votre entreprise. Et là, vous allez toucher en fait une génération, il y a quand même une génération jeune, pas seulement, il y a bien sûr des entreprises, mais aussi quelles sont les entreprises, de quelle partie du monde qui sont présentes. Donc en fait, il faut faire une analyse de votre secteur, de ce que vous voulez mettre sur TikTok et voir ce qui se fait déjà. Ou bien se lancer, tête baissée et voir ce que ça donne. Donc un peu à vous de voir votre approche et vos essais que vous voulez faire par rapport à ce réseau social, qui évidemment est en plein développement, en plein boom. Hein, donc ça va durer encore un certain temps. Est-ce que vous avez déjà essayé TikTok? Si vous pouvez nous faire une démonstration, Noël. Non, bien sûr, c'est pas obligatoire. Je crois qu'on en parle tellement que voilà, on a voulu essayer. Mais vraiment, il y a les utilisations sont diverses, mais c'est comme YouTube. Hein. YouTube est ouvert à plein de choses. Il y a des choses impensables que nous on penserait pas du tout, mais qui s'y trouvent. TikTok, c'est la même chose, sauf que la présentation est un peu différente. C'est beaucoup plus axé sur l'image parce que c'est fait par des générations plus jeunes et qui consomment énormément d'images. Mais c'est vrai qu'aussi que les toutes grosses boîtes américaines et bien sûr chinoises ont énormément de visibilité puisque ils ont pris un réseau social qui était quand même en plein développement et qui touchait un public très large en Asie et aux États-Unis. Encore le temps pour une dernière question. Personne? Ah, voilà. Ah non, c'est pas une question. Ben oui, il est effectivement 13 h, on a tenu le timing. Merci à tous. Je propose qu'on clôture. Agnès, de toute façon, tu es disponible, je suppose, s'il y a encore des questions. Tout à fait. Voilà. Eh bien, merci à tout le monde pour votre participation et ces échanges voilà, très intéressants ici, notre dernière demi-heure. Et comme précisé au début, on vous enverra de toute façon toutes les informations dans les prochains jours. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Et bonne journée.